Dans cette vidéo, je vais essayer en moins de 30 minutes de t'expliquer un maximum de choses sur Hearts of Iron 4. Je pars du principe que tu es complètement débutant, que tu n'as jamais lancé le jeu, et donc je vais faire en sorte d'être le plus synthétique possible, d'être le plus compréhensif possible, et d'aborder le maximum de sujets possibles. Il faut savoir que tous les sujets qu'on va aborder au cours de la vidéo mériteraient leur propre vidéo dédiée, puisqu'il y a vraiment énormément de choses à dire sur Hearts of Iron 4, et c'est prévu justement, je compte faire des vidéos dédiées sur chacun de ces sujets, où vous allez pouvoir choisir un petit peu les éléments que vous voulez approfondir. En l'occurrence, ici, on est vraiment sur la vidéo introductive. Je m'adresse vraiment à des débutants. J'espère que ça va te plaire, que tu vas pouvoir en tirer un maximum de choses. Et c'est parti. Alors pour commencer le guide, on a pris la Yougoslavie, mais ça a très peu d'importance, hein. Je vais faire en sorte que tout ce que je vous raconte soit le plus général possible, hein, que vous puissiez l'appliquer quel que soit le pays que vous avez choisi. Et on va commencer par s'intéresser à la barre de ressources en haut. Et je vais uniquement vous parler des 4 principales ressources, et qui sont d'ailleurs les 4 premières qu'on nous indique, qui sont pour commencer le poids politique. Donc le poids politique, pour faire simple, c'est la monnaie avec laquelle vous allez pouvoir recruter votre gouvernement et toutes les personnalités qui vont pouvoir vous entourer et vous apporter des bonus. Vous allez aussi pouvoir prendre des décisions avec. Ensuite, vous avez la stabilité. Je vais en parler en même temps que le soutien à la guerre qui est juste à côté, puisque si vous voulez vraiment faire très simple, en dessous de 50%, vous avez des malus, au-dessus de 60%, vous avez des bonus. Donc vous voulez toujours veiller à ce que vous soyez au-dessus des 50%, surtout si vous prévoyez de déclarer une guerre ou vous savez que vous allez en subir une. Parce que c'est très dangereux du coup d'être en guerre et d'être en dessous des 50%, que ce soit pour la stabilité ou le soutien à la guerre. Et enfin, vous avez vos réserves qui sont probablement une des ressources les plus importantes, puisque les réserves, ça représente le nombre de personnes que vous avez au sein de votre pays qui sont disponibles pour rejoindre, renforcer vos divisions. Et donc, si vous avez plus de réserves, vous ne pouvez pas vous développer militairement, puisque même si vous avez une tonne de matériel militaire, vous n'allez plus avoir personne pour s'en occuper, pour les utiliser. Et donc, c'est extrêmement compliqué de s'étendre et même de se défendre si vous avez plus de réserves. Donc, c'est une donnée qui est... Il faut vraiment faire attention à ça et faire en sorte de toujours en avoir le maximum. Et toujours dans un souci de synthèse, on va pas s'intéresser dans cette vidéo aux autres sources qui sont importantes évidemment, mais qui sont quand même moins essentielles que celles qu'on vient de survoler ensemble. Alors maintenant, on va parler des priorités nationales. Ça, c'est aussi un sujet qui est extrêmement important. Vous allez pouvoir y accéder en cliquant sur ce bouton et vous allez tomber sur votre arbre de priorité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un arbre de priorité? Il faut savoir que chaque pays dispose de son propre arbre, et c'est des arbres qui, comme vous pouvez le voir à l'écran, sont assez gros. Il y a pas mal de choses dedans. Ça peut faire un petit peu peur au premier coup d'œil, mais je vous rassure quand même, tous ces arbres, ils respectent la même logique, le même pattern. Donc on va regarder ça ensemble, et vous allez voir que quand on comprend ça, c'est tout de suite plus clair. Alors évidemment, si vous voulez vraiment très bien jouer un pays, il faut se prendre un petit temps de lecture pour comprendre un petit peu quelle branche vous voulez utiliser et qu'est-ce que vous pouvez débloquer par la suite. Mais sachez, sachez que ces armes, ils vont se décomposer généralement en 3 grandes parties. Vous allez avoir la partie politique qui va vous permettre de débloquer, donc d'avancer dans le jeu et vous permettre de débloquer différents bonus. Mais c'est pas toujours des bonus, ça va surtout vous débloquer des directions, les directions politiques de votre pays. Généralement, vous allez pouvoir vous diriger vers le communisme en soutenant le Comintern et l'URSS. Vous pouvez aussi vous focus sur la démocratie, rejoindre les alliés, très généralement. Vous pouvez aussi, et ça c'est des directions d'arbres qui sont assez intéressantes, que j'aime beaucoup jouer, prendre des directions plus de non-alignement et d'indépendance. Vous allez pouvoir parfois faire revivre l'histoire ancienne de votre pays. Donc, par exemple, faire revivre l'Empire byzantin ou ce genre de choses. Donc, c'est dans cette partie politique que vous allez pouvoir un petit peu vous amuser. Et faites attention, dans cet arbre-là, contrairement aux autres arbres, lisez bien ce que vous débloquez, parce que parfois, vous pouvez vous pouvez débloquer des situations qui sont irréversibles. Quand vous allez par exemple changer de régime, vous pouvez déclencher des guerres civiles. Donc c'est très intéressant, mais faites attention à ce que vous faites là-dedans. Ensuite, vous allez avoir l'arbre industriel. Donc tout simplement, c'est un arbre qui va permettre de développer votre pays un petit peu plus vite, voire même beaucoup plus vite d'ailleurs, que ce que vous pouvez faire avec vos constructions. Ensuite, vous allez avoir les arbres militaires qui sont très généralement coupés en 3, donc avec l'arbre terrestre, l'arbre aérien,
pour focus tout ce qui est avion, et cetera, et l'arbre naval. Et pour conclure sur les priorités nationales, je peux vous donner 2 petites astuces que j'aime bien utiliser quand je découvre un pays que je connais pas trop son arbre, pour être assez efficace dans la découverte. Ce que je vous conseille, c'est premièrement de lire les armes en fait, à l'envers, tout simplement, et de regarder un petit peu ce que vous pouvez débloquer en fin d'arbre. Notamment, c'est plus intéressant je trouve du côté des arbres politiques, parce que vous pouvez, voir directement les dernières priorités qui parfois, vont, vous permettre de, réunifier un empire, enfin faire revivre un empire, réunifier une zone et toutes ces choses, et ça vous permet de savoir un petit peu dans quel sens il faut aller pour atteindre ces priorités. Et la deuxième petite astuce, alors c'est pas vraiment une astuce, mais c'est hésitez pas à utiliser les filtres que vous pouvez avoir en haut. Par exemple, moi j'utilise beaucoup celui d'expansion territoriale, ce qui permet, vous voyez en cliquant là-dessus, de tout de suite, me montrer les priorités qui vont me permettre d'étendre le pays, donc de gagner des revendications gratuites. Là, sur cet exemple, on peut voir, qu'on peut débloquer avec la Grande Yougoslavie une revendication sur, la Bulgarie, et donc ça me permet, si j'ai envie de faire une partie, ce qui est très souvent mon cas, où j'ai envie d'étendre mon territoire, ça me permet de tout de suite voir qu'est-ce que je vais pouvoir faire, via mes priorités. Alors avant de parler des divisions, on va parler de la production. Et sur Hearts of Iron, la production, enfin par production, on entend production militaire. Et donc dans cet onglet, en fait, vous allez pouvoir organiser et gérer toute la production de votre matériel militaire. Donc que ce soit les armes, les véhicules, les blindés, les avions, les bateaux, on a vraiment tout qui est centralisé ici. Et c'est très important de bien pouvoir s'en occuper. On va en parler plus en détail quand on va parler de logistique tout à l'heure, mais pour que vous ayez une bonne idée, il faut toujours faire en sorte de matcher votre production avec vos divisions. C'est-à-dire que quand vous allez former des divisions, chaque division va avoir une demande de matériel. On prend un exemple très simple. Vous pouvez par exemple former une division d'infanterie qui va vous demander 600 matériels d'infanterie. Donc si vous avez par exemple, vous voulez former 10 divisions d'infanterie, il va vous falloir 6000 matériels d'infanterie. Sinon, vous allez avoir, enfin vous pouvez quand même les former, mais elles vont avoir des malus énormes parce qu'elles seront sous-équipées. Donc c'est toujours intéressant, c'est toujours très important de faire en sorte que vous ayez une bonne cohérence entre vos divisions et votre matériel d'infanterie, enfin votre production. Pareil, ça sert à rien de faire des blindés si vous voulez pas faire de division blindée. Mais tout ça, on va en parler juste après. Alors, si jamais vous débutez vraiment sur le jeu et vous savez pas trop quoi faire, il faut savoir une chose, c'est que le matériel d'infanterie, quel que soit le pays que vous allez jouer, ça va toujours être la pierre angulaire de votre production. Vous allez toujours en avoir besoin de beaucoup, 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 et il y en aura jamais assez. Sachez que vous pouvez aussi aller très loin uniquement avec des divisions. Alors, on verra que vous pouvez faire des divisions un petit peu plus complexes que juste de l'infanterie simple, mais uniquement avec des divisions qui nécessitent que du matériel d'infanterie. Donc, si vous ne savez pas quoi faire, faites des armes. Si on doit rajouter ensuite on va dire deux matériels, enfin deux types de matériel qui est extrêmement important après les armes, on va pouvoir parler du matériel de soutien. Donc, pareil, quand on parlera des divisions, je vous expliquerai pourquoi. Et on peut aussi rajouter, je pense qu'on les a ici, l'artillerie tractée. Enfin, l'artillerie du coup. L'artillerie tractée, comment dire, c'est le niveau 0 de l'artillerie, qui va être extrêmement efficace, que vous pouvez ajouter à à vos divisions d'infanterie. Et la dernière chose à savoir pour la production, c'est que évidemment, quand vous produisez un matériel, ça va vous nécessiter des ressources que vous n'avez pas forcément au sein de votre pays. Et vous allez pouvoir voir très simplement sur la barre, juste au-dessus, les ressources qui vous manquent pour avoir une production efficace. Alors là, on voit par exemple qu'il manque du fer. Il suffit simplement de cliquer dessus et vous allez pouvoir importer la ressource manquante. Donc là, vous allez voir tous les pays qui peuvent vous proposer cette ressource, et en cliquant dessus, vous allez pouvoir cliquer sur ce bouton qui va en fait ajuster automatiquement le nombre d'usines civiles qu'il va falloir donner au pays en question pour récupérer la ressource en question du coup. Puisque les ressources, en fait, vous n'allez pas les acheter en argent, mais vous allez les acheter en usines civiles. On va voir ce que c'est quand on va parler de construction, mais là, vous voyez qu'on a besoin que on a besoin de donner qu'une usine civile, puisque chaque usine civile va vous rapporter 8 de ressources. Donc si on fait ça, là on voit qu'on clique là-dessus, on nous propose une usine civile pour en acheter 8, on envoie, on avance un peu le jeu, hop, en vitesse 5, et là on voit que on a plus de problèmes. Alors on est passé ici, on n'a plus de problème à en faire, puisqu'on est passé de -2 + 8 à +6. Alors maintenant on va parler des divisions, et la première chose que je peux vous suggérer de faire au lancement de la partie, c'est déjà de les regrouper.
puisqu'il faut savoir qu'au début de la partie, généralement, vos divisions sont niveau 2 et que vous pouvez les faire progresser au niveau 3 en entraînement. Alors comment on va faire? Premièrement, quand vous lancez la partie, pareil, les divisions n'ont pas d'armée, elles sont juste indépendantes les unes entre elles et il faut un petit peu organiser tout ça. Donc vous allez prendre toutes vos divisions et vous allez cliquer ici, qui vont faire en sorte que là vous avez créé une armée et cette armée elle rassemble toutes vos divisions. Alors évidemment, c'est pas très optimisé puisqu'on a envie de séparer un type de division avec un autre, mais là je vous montre vraiment comment ça fonctionne. Une fois que vous avez une armée, vous allez pouvoir entraîner vos divisions et pas avant. Le bouton d'entraînement, il est ici. Et petit tips très important, quand vous allez appuyer dessus, faites Shift-clic, puisque vous allez avoir une petite icône rouge qui va apparaître là-dessus. Et ce qui se passe, c'est que vos divisions qui ne sont pas niveau 3, qui sont en dessous du niveau 3, vont commencer à s'entraîner. Et elles vont arrêter l'entraînement dès qu'elles arrivent au niveau 3. Si vous appuyez pas sur Shift-clic, elles s'arrêteront jamais de s'entraîner et en fait elles vont s'entraîner dans le vide, arriver au niveau 3. Alors maintenant qu'on a d'autres armées, on va voir qu'on peut aller encore plus loin puisqu'on va pouvoir faire ce qu'on appelle un groupe d'armées et donc réunir plusieurs armées entre elles. Donc pour commencer, on va démanteler la moitié de cette armée et la faire sortir de l'armée tout simplement et créer avec ça une nouvelle armée. Donc vous voyez que cette fois-ci on a deux armées de 11 divisions et ces armées, on va les regrouper en cliquant ici à un groupe d'armées qui peut réunir jusqu'à 5 armées différentes. Et là, vous voyez que ce groupe d'armées réunit que cette armée-là. Il va falloir hop, faire rentrer cette armée dedans. Et là, vous voyez que désormais, on a un groupe d'armées qui peut être dirigé par un commandant qui va pouvoir envoyer des ordres directement à toutes les armées associées. Et évidemment, maintenant, vous allez pouvoir nommer des commandants pour vos armées. Donc on va prendre n'importe qui, il suffit juste de cliquer ici, puisqu'on ne va pas s'occuper du détail des statistiques, c'est un petit peu plus complexe et on en parlera dans d'autres vidéos, mais c'est très important d'avoir des commandants, enfin des généraux pardon, pour vos armées et bien sûr un maréchal pour vos chefs, enfin pour diriger vos armées. Alors si vous vous posez la question, c'est possible d'utiliser vos divisions sans forcément qu'elles fassent partie d'un groupe d'armées ou d'une armée, et donc de pouvoir les micro-gérer complètement indépendamment de quoi que ce soit d'autre. Mais c'est vraiment pas conseillé puisqu'il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles vous voulez absolument faire intégrer vos divisions à des armées. C'est premièrement pour les statistiques, parce que comme je le disais, vos divisions prennent des bonus associés à vos généraux et à vos maréchaux, des bonus qui peuvent être vraiment très très importants. Et la deuxième raison, qui est aussi très importante, c'est que vous allez pouvoir créer des ordres, différents ordres via vos armées et vos groupes d'armées que vos divisions vont pouvoir suivre. Donc en fait, vous allez pouvoir macro-gérer vos divisions et c'est quand même beaucoup plus simple de fonctionner comme ça quand vous avez beaucoup de divisions, tout simplement, que ce soit pour des ordres de défense ou des ordres d'attaque. Et en ce qui concerne les ordres de bataille, on va justement en parler, mais pour que la vidéo reste synthétique, on va vraiment effleurer le sujet parce que c'est un sujet qui est très dense et assez complexe sur Hearts of Iron 4, qui est très poussé. Et donc, je veux juste vous montrer un petit peu une sorte de petite introduction sur ces outils-là. Mais sachez qu'on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin sur la macro-gestion. Donc, on va parler d'un ordre offensif et d'un ordre défensif. En ce qui concerne l'offensive, quelles que soient les stratégies que vous voulez adopter, vous allez toujours commencer par avoir une ligne de front avec le pays, enfin le territoire avec lequel vous avez des problèmes. Donc là, on va prendre l'exemple de la Grèce. Si jamais on avait des vues sur la Grèce, dans tous les cas, on commencerait par faire une ligne de front et ça indiquerait à nos troupes en fait de se positionner ici. Et le front en fait va s'étendre en fonction des conquêtes que vous allez faire. Il va vraiment être modulable, il va être dynamique. Ensuite, on peut par exemple prévoir d'aller marcher sur Athènes pour conquérir le pays. Donc on va faire une ligne offensive jusqu'à Athènes. Et l'intérêt de faire ça, un des intérêts, parce que comme je le disais, c'est assez complexe, c'est assez fourni, c'est que en faisant ça, vous allez créer un plan de bataille. Et ce plan de bataille, il va se matérialiser donc sur votre écran, mais aussi vos divisions, en fait, il va y avoir un nouveau curseur, une nouvelle jauge on va essayer d'y arriver, voilà. Une nouvelle jauge qui va apparaître, qu'on appelle l'avantage en attaque par la préparation de plan, et qui est capé de pourcentage en fonction des statistiques, de plein de statistiques différentes, que ce soit vos maréchaux, vos doctrines, vos priorités, plein de choses. Et ici, par exemple, on a 46%, ce qui veut dire qu'une fois que le plan sera préparé, donc ça peut prendre des semaines, parfois des mois, vous allez avoir un avantage de 46% sur vos statistiques quand vous allez attaquer. Et vous l'avez deviné, c'est vraiment énorme.
et sur des guerres qui sont pas forcément gagnées d'avance, vous pouvez pas passer à côté de ce genre de bonus. Et maintenant, on va parler d'un ordre défensif, histoire de juste couvrir les 2 aspects. Alors, on va imaginer que la Bulgarie soit les alliés de la Grèce et donc évidemment, quand on va attaquer la Grèce, on peut avoir un problème sur le front est avec les Bulgares. Donc, vous pouvez prendre une armée qui du coup va avoir un rôle défensif. On va prendre de la défense de zone, on va vouloir défendre, enfin garder les frontières et là, vous allez sélectionner toutes les frontières qui touchent à la Bulgarie. Mais vous pouvez aussi fonctionner différemment avec la ligne de repli, donc c'est un ordre qui est complètement différent, et tracer vous-même manuellement on va le faire correctement, les frontières avec la Bulgarie pour pouvoir tenir le front Est tout simplement. Donc voilà, vous n'avez pas un exemple de grande stratégie à l'écran, mais ça me semblait très important de faire une petite introduction sur ce sujet, puisque ça mériterait clairement une vidéo complète pour en parler, puisque le sujet est vraiment très détaillé, très fourni, très dense. Mais en même temps, je ne pouvais pas me permettre de faire une vidéo guide sur Hearts of Iron 4, même pour débutants, sans évoquer, ou en tout cas introduire le sujet. Alors maintenant qu'on a vu comment utiliser vos divisions, on va regarder comment en faire, puisque évidemment, ce qu'on vous donne au début, ça suffira pas pour progresser dans la partie. Donc vous allez aller sur l'onglet déploiement, recrutement et déploiement, puisque tout va se faire ici. Cet onglet, il va se diviser en 2 parties pour faire simple encore une fois. À droite, vous allez voir ce qu'on appelle les modèles. Donc c'est des templates des divisions que vous pouvez former. Vous n'avez pas les mêmes en fonction des pays avec lesquels vous commencez. Vous allez pouvoir en créer des nouveaux et vraiment pouvoir designer les modèles que vous voulez. Mais ça, malheureusement, on n'en parlera pas dans cette vidéo. Mais vous pouvez déjà voir, en cliquant sur modifier, à quoi ressemble chaque division que vous avez pré-débloquée. Et il y a, voilà, parce qu'il y a plein de chiffres qui se donnent à l'écran, et là, ça peut devenir complexe. Mais ce qui va vous intéresser, en tout cas au début, c'est surtout la partie coût du matériel, puisqu'on va vous montrer combien, si vous voulez entraîner cette division, ce que ça va vous coûter. Et l'onglet effectif, la ligne effective qui est très intéressante, c'est tout simplement combien de manpower ça va vous coûter. On en a parlé tout à l'heure. Vous voyez que si on veut former cette division, ça va nous coûter presque 10 000 d'effectifs et nous, on en a 23 000. Donc on ne pourrait pas se permettre de faire 10 de ces divisions-là. Et ensuite, vous allez avoir tout le coût matériel, par rapport qui est lié plus à la production qu'on a vu tout à l'heure. Donc par exemple, on va voir qu'ici ça nous coûte 12 d'artillerie, 910 d'infanterie et 30 de matériel de soutien. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous voulez entraîner une division, donc disons qu'on veut entraîner cette division, vous cliquez sur entraîner et maintenant la partie gauche de cet onglet recrutement et déploiement, vous allez avoir ce modèle de division qui va se mettre en file d'attente, que vous pouvez, vous pouvez ajouter des unités si vous voulez créer plusieurs divisions d'un coup. Et vous pouvez choisir le nombre de séries que vous voulez en faire. Donc là, par exemple, on choisit de faire 3 séries de 4 divisions. Vous pouvez aussi mettre infini si vous pensez que vous avez les ressources. Ça vous permet d'aller vite. Évidemment, vous pouvez entraîner plusieurs modèles en même temps. Mais évidemment, vous voyez que là, ce que je viens de faire, on est très content. Ça nous fait... on entraîne des séries de 7 divisions. Mais vous voyez bien qu'on n'a clairement pas ni le matériel, ni les réserves pour pouvoir assumer ça tout simplement. Vous voyez que nos réserves d'ailleurs sont passées à 0. Et ça me permet de faire une transition sur l'onglet logistique, puisque je vous conseille, quand vous décidez d'entraîner des divisions, de tout de suite faire un tour là-dessus pour voir si vous avez des problèmes ou pas. Là vous voyez, j'ai fait exprès d'entraîner plein de divisions et on voit directement dans cet onglet que ça pose un gros problème. On est dans le rouge et surtout on voit qu'on est à moins 14 000 en matériel d'infanterie. Ça, je rebondis un petit peu sur ce que je disais en début de vidéo. Quand vous ne savez pas quoi faire en termes de production, mettez vos usines sur les armes, puisque toutes vos divisions vont vous coûter des armes. Et même les divisions les plus faibles, vous préférez avoir beaucoup de divisions faibles qui n'utilisent que des armes, plutôt que quelques divisions très high-tech, mais avec une pénurie de matériel sur absolument tout. Maintenant, c'est pas tout de produire le matériel en bon nombre, puisqu'il va aussi falloir pouvoir l'acheminer correctement à vos divisions. Alors là, on est sur la carte logistique, qui est une carte très importante quand vous voulez préparer une guerre ou une défense, puisque ça montre la capacité de votre pays à acheminer correctement le matériel à vos divisions. Donc, pareil, là encore, je vais essayer de faire simple parce que c'est pas complexe, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire. Sachez déjà que cette carte, vous pouvez y accéder comme ça, et plus votre carte sera bleue, plus vous serez content. Vous voulez chercher du clair, du bleu,
et ça peut tendre vers le rouge et le orange, et là, c'est qu'il y aura plus de problèmes. Et ces petites caisses que vous voyez sur la carte, c'est ce qu'on appelle des nœuds logistiques, et c'est par là que va passer tout votre ravitaillement, et c'est ce qui va du coup créer cette couleur bleue autour d'elle. Donc vous voulez en avoir à des endroits stratégiques, et vous voulez surtout faire en sorte qu'il n'y en ait pas trop loin de vos aires de bataille. Mais c'est important d'expliquer comment ces nœuds logistiques fonctionnent, puisque regardez, on peut en construire, alors on va parler de cet onglet juste après, mais on pourrait construire un nœud logistique, par exemple ici. Mais ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'il sera construit, ce nœud logistique, il va être inutilisable. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a autre chose qu'on appelle un cœur logistique, donc ça part de votre capitale. Vous voyez que c'est le même icône, mais qu'on a des bords octogonaux. Et en fait, tout votre ravitaillement, il part de là. Et donc, vos nœuds logistiques doivent être connectés à votre cœur logistique. Et ils sont connectés comment? Par des rails, tout simplement. Donc vous voyez que tous les nœuds logistiques que vous avez à l'écran, ils sont connectés au cœur d'une manière ou d'une autre par des rails. Et évidemment, les nœuds logistiques servent de relais. Et vous avez quelques nœuds logistiques qui ne sont pas connectés par des rails, mais qui fonctionnent. Pourquoi? Parce que ce sont des bases navales. Et les bases navales peuvent fonctionner indépendamment du cœur logistique, puisque vous avez des convois qui peuvent y accéder. Et donc, si j'avais envie de faire fonctionner le nœud logistique que je viens de construire, il faudrait tout simplement que je relie des rails jusqu'au cœur logistique. Je pourrais aussi le faire à partir d'un nœud logistique n'importe lequel, puisque les nœuds logistiques, à partir du moment où ils sont reliés, comme je le disais, ils peuvent servir aussi de relais. Et maintenant, on va justement parler de l'onglet construction, et on va se concentrer sur 5 types de construction pour pas complexifier et parler uniquement du plus important, qui sont les infrastructures. Donc, premier type de construction, c'est tout simplement les routes que vous pouvez construire dans les différentes zones de votre pays. Vous avez 5 niveaux différents, donc de 1 à 5. Et ce que ça va vous faire, ça va vous apporter 3 types de bonus. Premièrement, ça va vous donner un bonus, un bonus multiplicateur, pardon, sur les ressources que vous pouvez, qui sont disponibles dans la région concernée. Donc ça, c'est très intéressant si vous voulez avoir plus de ressources. Mais ça va pas faire que ça. Ça va faire en sorte que vos constructions sur la zone concernée soient plus rapides, donc c'est assez intéressant comme bonus. Et aussi, ça va permettre d'avoir un meilleur ravitaillement sur la zone concernée. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on appelle les usines civiles. Et il faut bien comprendre que les usines civiles, c'est vraiment la pierre angulaire de votre industrie, puisque la construction en fait vous demande d'utiliser vos usines civiles. Donc pour faire très simple, plus vous avez d'usines civiles, plus vous pouvez construire vite. Donc plus vous avez d'usines civiles, plus vous pouvez construire vite d'autres usines civiles qui vont vous aider à construire d'autres usines civiles. Et en fait, vous pouvez vraiment développer votre industrie de la sorte. Le problème, c'est que les usines civiles, ça coûte très cher, et donc c'est pas tout le temps la meilleure idée d'en construire, puisque c'est très long. Parfois, la meilleure façon d'en avoir, c'est d'aller conquérir son voisin. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Donc, le jeu de construction, si vous voulez, ça va être à vous de trouver le bon équilibre entre vouloir développer son industrie et donc ralentir les constructions d'autres bâtiments pour faire des usines civiles, ou alors utiliser sa force industrielle pour construire par exemple des usines militaires, et on va en parler tout de suite. Puisque les usines militaires, vous l'avez deviné, c'est ce qui va vous permettre de produire tout votre matériel militaire. Donc ça va vraiment être à vous d'ajuster un petit peu la balance de il me faut tant d'usines militaires pour subvenir à toute ma production, et en même temps il me faut des usines civiles pour pouvoir importer, puisqu'on a vu que ça nous servait aussi pour les importations, mais aussi pour pouvoir construire correctement et développer notre pays. À savoir qu'une usine militaire coûte généralement beaucoup moins qu'une usine civile à construire. Et enfin, on l'a vu juste avant, vous pouvez construire des nœuds logistiques et les relier avec les rails. Alors, je vous déconseille, en tout cas en début de partie, de construire des nœuds logistiques parce que ça coûte extrêmement cher. Ça coûte encore plus cher que des usines civiles. Vous voulez vraiment pas avoir à vous occuper de ça au début de partie. En revanche, les rails, ça coûte assez peu cher, et vérifiez bien que tous vos nœuds logistiques sont connectés. Parfois, c'est pas forcément le cas. Et sachez, donc petit tips, quand vous avancez et que vous allez par exemple conquérir votre voisin, vous pouvez évidemment conquérir ces nœuds logistiques et les utiliser. Mais dans ces cas-là, c'est pas du tout dit que les nœuds logistiques de l'ennemi soient reliés à votre cœur logistique. Donc si c'est pas le cas, n'hésitez pas à construire pendant votre guerre, à construire des rails pour connecter les nœuds que vous allez voler à votre réseau logistique. Et enfin, on va parler des technologies. Alors les technologies, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et évidemment, on va pas toutes les voir en revue puisque ça serait beaucoup trop long. Donc, je vais essayer de vous en parler le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Globalement, vos technologies, il y a beaucoup d'onglets, vous les voyez au-dessus.
Mais il va y avoir 2 grandes catégories de technologies. Les technologies militaires, donc qui vont pouvoir généralement améliorer votre équipement et vous déverrouiller de nouveaux équipements, et les technologies industrielles qui vont vous permettre, d'avancer un petit peu, de déverrouiller des bonus, de développement et notamment améliorer certains de vos bâtiments ou de votre production. Alors je vais quand même vous donner une petite astuce, si vous voulez être sûr de ne pas faire n'importe quoi, puisqu'il y a un risque avec les technologies, c'est de s'aventurer dans des branches qui ne nous servent à rien et en fait, de perdre énormément de temps. Si vous vous amusez à, déverrouiller, toute la branche des blindés, mais que vous ne faites pas de blindés parce que, par exemple, vous n'avez pas les ressources pour les faire, vous allez avoir un, comment dire? Vous vous infligez une pénalité énorme. Alors si vous savez vraiment pas par où commencer, je vous conseille fortement de vous attarder sur cette partie de l'arbre industriel qui vont vous accorder des bonus de vitesse de construction et de production. Et ça, quel que soit votre gameplay, ça sera forcément utile. Vous en aurez forcément besoin, donc vous ne pouvez pas faire d'erreur en vous concentrant là-dessus. Mais évidemment, se concentrer sur l'arbre industriel, ça ne va pas suffire. Alors en ce qui concerne le militaire, pour être sûr de ne pas se tromper, je vous conseille de vous concentrer sur les 2 lignes des technologies d'infanterie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ça va vous permettre d'améliorer vos armes, votre matériel d'infanterie, et on l'a vu tout à l'heure, le matériel d'infanterie, vous ne pouvez pas passer à côté. Quelles que soient vos divisions, vous allez l'utiliser. Donc c'est des statistiques qui vont forcément vous être utiles. Et les autres bonus que vous voyez à côté, tout simplement, ça donne des bonus de défense et d'attaque à vos infanteries, à vos unités d'infanterie. Et encore une fois, quel que soit le modèle de division que vous allez utiliser, surtout si vous commencez le jeu, vous allez presque essentiellement utiliser des divisions d'infanterie, et donc c'est des statistiques qui vont forcément vous être utiles. Et je le reprécise encore, puisqu'on est vraiment sur une vidéo pour débutants qui se veut le plus synthétique possible. Je vous propose pas du tout ici une stratégie optimisée d'avancer dans vos technologies, puisque là, on pourrait faire des choses bien plus intéressantes. Vraiment, l'objectif, c'est à minima de faire en sorte que vous ne dépensez pas vos ressources dans le vent pour rien, et d'être sûr que vous avancez avec des technologies qui vous servent à quelque chose, même si vous pouvez toujours faire mieux. Et on arrive enfin à la fin de la vidéo, alors j'espère que tu as pu apprendre des choses. Encore une fois, on est vraiment sur une vidéo pour les débutants. C'était vraiment pas simple de réussir à synthétiser autant d'informations en une trentaine de minutes. Il faut vraiment comprendre que chacun des sujets qu'on a abordés mériterait sa vidéo dédiée de presque 1 heure. Il y a vraiment beaucoup de choses à approfondir. Donc voilà, c'est un exercice pas forcément simple. J'espère que tu as pu en tirer un maximum d'informations. L'idée, c'est que tu puisses vraiment commencer, que ce soit ta première partie, deuxième, troisième, je sais pas, mais en sachant à peu près ce que tu fais, puisque le tutoriel du jeu est pas forcément très clair. En tout cas, n'hésite pas à poser tes questions si tu en as. J'imagine qu'il y a encore plein de choses, enfin plein d'interrogations que tu te poses. On te répondra en commentaire, et n'hésite pas à t'abonner si ça t'a plu, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et d'ici là, je te dis à la prochaine.